Les invités de marque continuent d'arriver à Moscou pour le défilé du jour de la victoire vendredi. Certains ont dû faire face à des blocages de l'espace aérien. Le chancelier allemand nouvellement élu Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron ont promis d'agir ensemble face aux défis croissants en matière de sécurité. Le processus d'adhésion de la Turquie à l'UE doit rester gelé, estiment les eurodéputés qui préfèrent envisager des partenariats stratégiques avec Ankara. L'armée israélienne a repris ses bombardements sur la bande de Gaza. L'État hébreu a également approuvé un plan pour élargir son offensive militaire dans l'enclave palestinienne. 6 700 € d'amende ou 1 an de prison. La sentence est tombée mercredi pour les 2 jeunes Belges qui avaient été trouvés en possession de 5000 fourmis début avril au Kenya. Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Moscou mercredi pour une visite de 4 jours avant les événements de la Journée de la Victoire dans la Seconde Guerre mondiale de vendredi. Le président Vladimir Poutine a qualifié Xi Jinping d'invité principal. Des entretiens sont prévus sur le commerce, l'énergie, les BRICS et leurs partenariats stratégiques. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est également arrivé à Moscou mercredi. Il s'agit de sa première visite officielle depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Le même jour, Vladimir Poutine a également accueilli le président vénézuélien Nicolás Maduro. Les deux hommes ont signé des accords bilatéraux, notamment sur la coopération en matière de contrôle des armements et de renforcement du régime mondial de non-prolifération nucléaire, selon l'agence de presse d'État TASS. Le président cubain Miguel Díaz-Canel figure également sur la liste des invités. Pendant ce temps, le président serbe Aleksandar Vučić a dû faire face à des perturbations sur la route. Les États baltes ayant refusé l'accès à l'espace aérien. Mercredi, l'avion de Vučić a atterri de manière imprévue à Bakou en raison des restrictions de l'espace aérien russe près de Moscou, peut-être pour des raisons liées aux drones ukrainiens. Son avion a ensuite été autorisé à poursuivre sa route vers Moscou depuis Bakou. Le Premier ministre slovaque Robert Fico aurait rencontré des difficultés similaires dans l'espace aérien. Germany's newly elected Chancellor Friedrich Merz made his first official visit abroad to France on Wednesday, hoping to relaunch the Franco-German relationship. Both him and French President Emmanuel Macron announced during a press conference some key security initiatives, including a Franco-German Defense and Security Council, vowing to act hand in hand when it comes to mounting security challenges across Europe. And when it comes to the war in Ukraine, although both were cautious of announcing anything concrete like the deployment of peacekeeping troops, both leaders did say that they were ready to provide security guarantees to Kyiv the moment that a lasting peace treaty and ceasefire have been concluded. The German chancellor stressed multiple times the importance of the United States' role with trying to end Russia's full-scale invasion. But beyond defense, the German chancellor is also looking to reset ties with Paris and also with other countries abroad after a bumpy start at home when on Tuesday he failed to be elected in the first round of voting within the German parliament. But his more flexible stance on fiscal rules and defense spending have been warmly welcomed here at the Élysée Palace. Still, key differences remain, like, for example, when it comes to the free trade Mercosur agreement. The French president warned that any treaty must protect European producers, whilst Merz during the press conference said that this treaty should be ratified as quickly as possible. And although both leaders did show quite a united stance this Wednesday, it's true that Europe's future will depend on how this new Franco-German duo will navigate what comes next. 32. Vote is closed. Le message est clair, le processus d'adhésion de la Turquie à l'UE, au point mort depuis 2018, ne peut être relancé dans les circonstances actuelles. Telle est la conclusion d'un rapport sur la Turquie approuvé mercredi au Parlement européen. Arrestation du maire d'Istanbul, répression des manifestations antigouvernementales, violation des droits de l'homme, les eurodéputés ont dénoncé le recul démocratique en cours. The accession process is frozen. There are no progress in any way. On the contrary, Turkey probably is the only country
backsliding in democratic standards, and for that reason, what we maintain is the idea that the accession process is suspended and well suspended, because we didn't receive any good news on democratic standard from the year 13 till now, and the last detention and harassment of the Mayor Imamoglu is probably the peak of this repressive trend. Sécurité, commerce, migration, la Turquie reste toutefois un partenaire stratégique de l'UE et un allié au sein de l'OTAN. Lors d'un débat au Parlement européen, la commissaire à l'élargissement a souligné la nécessité d'approfondir la coopération avec Ankara. The 2016 EU-Turkey statement on migration continues to yield results. Irregular arrivals from Turkey to the EU have fallen by 33% so far in this year, compared with the same period last year. De son côté, le rapporteur appelle à ne pas fermer définitivement la porte à une adhésion de la Turquie à l'UE. We have to distinguish between the country and the current rulers. It's true that under the AKP ruling it's impossible to advance because there are no the political will to advance in democracy and values, but there is a vibrant civil society asking us, imploring us not to shut the door. They want to maintain the hope that maybe in the future, with another rulers, with another country, with another environment, it could be an opportunity again for Turkey to re-engage with the European Union on the basis of membership. Le rapporteur insiste, il n'y a pas de raccourci pour devenir membre de l'UE. Les frappes israéliennes continuent de faire des victimes. La défense civile dans la bande de Gaza a annoncé la mort d'au moins 59 personnes dans plusieurs bombardements israéliens dans le nord du territoire palestinien. Parmi ces frappes, une attaque contre une école qui aurait tué 27 personnes. 9 femmes et 3 enfants figurent parmi les morts selon les autorités locales. Une frappe matinale sur une autre école transformée en abri pour des dizaines de déplacés a fait 16 morts, tandis que des frappes sur des cibles dans d'autres zones ont tué au moins 16 personnes. Les forces de défense israéliennes n'ont pas commenté ces déclarations pour le moment. Ce nouveau bilan humain intervient quelques jours après qu'Israël a approuvé un plan d'intensification des opérations militaires dans l'enclave palestinienne. Ce plan prévoit de s'emparer de Gaza, de conserver les territoires déjà sous contrôle, de déplacer de force les Palestiniens vers le sud de la bande de Gaza et de prendre le contrôle de la distribution de l'aide humanitaire. Donald Trump annonce la fin des bombardements américains au Yémen et affirme que les rebelles Houthis se sont engagés à cesser leurs attaques contre les navires en mer Rouge. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight, and we will honor that, and we will stop the bombings, and they have capitulated, but more importantly, we will take their word. They say they will not be blowing up ships anymore. L'accord de cessez-le-feu a été annoncé mercredi par le ministre des Affaires étrangères d'Oman. Mais la trêve n'a pas encore été officiellement confirmée par les Houthis. Le groupe rebelle soutenu par l'Iran avait commencé à cibler des navires en mer Rouge par solidarité avec les Palestiniens, peu après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. En mars, Washington avait intensifié sa campagne militaire au Yémen, faisant des dizaines de victimes et causant d'importants dégâts dans des sites Houthis, principalement dans la capitale yéménite Sanaa et dans la région d'Hodeïda. L'Inde a tiré des missiles sur le Pakistan tôt mercredi, en représailles selon elle au massacre de touristes indiens le mois dernier. Le Pakistan a qualifié ces frappes d'actes de guerre et a affirmé avoir abattu plusieurs avions de chasse indiens. Selon l'armée pakistanaise, les missiles ont tué plus de 2 douzaines de personnes, dont des femmes et des enfants, au Cachemire pakistanais et dans la province de Pendjab. Le ministre indien de la Défense a quant à lui déclaré que les frappes ont visé au moins 9 sites où des attaques terroristes contre l'Inde ont été planifiées. Le Pakistan a déclaré qu'il se réservait le droit de riposter. They attacked our civilians, they attacked our mosque today, they attacked 5 localities. Pakistan will now respond and respond very, very effectively. Make no mistake, because our desire for peace should not be mistaken for our weakness. Les frappes initiales ont été suivies d'échanges de tirs nourris qui, selon les responsables des deux pays, ont fait d'autres victimes.
Ce regain de la tension risque de dégénérer en un conflit total entre les deux rivaux dotés de l'arme nucléaire. Il s'agit d'ores et déjà de leur pire confrontation depuis 2019, année où ils ont frôlé la guerre. Les tensions entre les deux pays sont montées en flèche depuis l'attentat d'avril, au cours duquel des hommes armés ont tué 26 personnes, pour la plupart des touristes indiens, dans la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde. L'Inde accuse le Pakistan d'être à l'origine de l'attentat. Islamabad nie toute implication. Deux jeunes Belges ont été condamnés à payer une amende de 6 700 € ou à purger 1 an de prison, après avoir été trouvés en possession de 5000 fourmis au Kenya début avril. Lornoy David et C.P. Lodevex, tous les deux âgés de 19 ans, ont été reconnus coupables d'infraction aux lois sur la conservation des espèces sauvages. Leur avocate a qualifié la sentence d'équitable et a déclaré que ses clients ne feraient pas appel. Being young, it's a story they'll keep telling even their other generations, and when they come to Kenya, when other kids come to Kenya, they'll have reference to this. So it's good jurisprudence, it's good precedent. Yeah. D'après les autorités, les fourmis étaient destinées aux marchés européens et asiatiques, alors que le trafic animalier s'oriente de plus en plus vers des espèces moins connues. Les fourmis sont achetées à prix fort par des amateurs qui les observent dans leur colonie. Les 5000 spécimens trouvés avec les jeunes Belges sont évalués à environ 8 000 €. As the conclave to elect a new pope gets underway, join me, Giorgio Orlandi, in the Vatican for complete coverage of these historic events on Euronews and Euronews.com.